Chers téléspectateurs, je tiens à vous rappeler que nous sommes aujourd'hui le samedi 18 mai 2024 et comme vous le savez, nous avons pris langue pour que nous ayons un rendez-vous avec Grand Angle. Et comme je vous l'ai souvent dit, Grand Angle s'intéresse au sujet d'actualité pour permettre aux Congolais d'échanger, de communiquer, d'avoir des débats sur les questions politiques d'intérêt national pour que nous essayions d'avancer et que nous ayons ensemble un certain nombre, un point de vue, sinon une vision commune, une compréhension commune des faits qui se passent dans notre propre pays. Aujourd'hui, j'ai tenu à énoncer un sujet qui semblera nouveau au vu de ce qui se passe. Vous avez appris, par exemple, que le Premier ministre a été à Nkwa, dans le district dont je suis originaire, pour aller faire la pose de la pierre pour la ligne électrique Kebara-Nkwa, alors qu'il y avait déjà quelque chose qui avait déjà été fait. Ensuite, on a découvert sur les réseaux sociaux qu'on va émietter le pays. Mais on va y revenir certainement dans le développement parce qu'il semble qu'il va y avoir la création de 3 nouveaux départements qui risquent de porter le nombre de départements de la partie septentrionale à 8, alors que dans la partie sud, qui est la partie la plus peuplée du Congo, nous en resterons à 5. Bref, il y a un certain nombre de sujets comme ça. Et nous avons pensé aborder aujourd'hui un thème que nous avons intitulé « Les grandes manœuvres en vue de la conservation du pouvoir ». Et pour aborder ce thème, d'entrée de jeu, je vais vous dire que le Congo traverse depuis plus de 10 ans une grave crise multidimensionnelle à laquelle les gouvernants actuels n'ont pas pu trouver de solution. Ils ont eu recours aux institutions financières internationales comme le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, la Banque africaine de développement. Et vous savez qu'actuellement, il y a un programme qui s'exécute, qui se termine dans 6 mois. Malheureusement, comme ils avaient pensé, nous n'en sortirons pas. Le pays va mal. Les Congolais souffrent. Les gouvernants eux-mêmes en ont conscience. C'est vrai qu'il y a un cacique du PCT qui avait déclaré lors des dernières élections législatives que nous ne laisserons pas tant que nous n'avons pas fini de développer le pays. Tokoti Kapete, Tokoti Kapete. Nous n'avons pas encore fini de développer ce pays. Nous n'avons pas encore fini de développer nos localités. Nous n'avons pas encore fini de faire de ce pays un pays émergent. C'est ce que veut le président de la République. Et donc, tant qu'on n'a pas fini Tokoti Kapete, tant qu'on n'a pas fini Tokoti Kapete. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas le développement. On s'enfonce beaucoup plus dans le sous-développement. Et nous constatons, et nous rappelons ce qui avait été dit en mars 2023, à savoir... Il y a le ver dans le fruit. Il y a effectivement le ver dans le fruit. Et nous devons détruire le ver qui est dans le fruit. Peut-être pas seulement dans le secteur de la justice, mais dans tous les secteurs d'État. Il y a le ver dans le fruit et nous devons détruire. Et aujourd'hui, les Congolais se rendent compte que le ver n'a pas pu être détruit. C'est pour ça que nous essayons de faire un bilan. Nous allons essayer de faire ressortir quelques aspects du bilan de cette gestion chaotique et dramatique dans lequel on peut faire apparaître rapidement pour que les Congolais et les internautes du monde entier comprennent. Il n'y a pas d'eau. Récipient étalé à même le sol et en fine indienne. Ce 25 janvier à Bakongo, précisément au quartier 5 chemins, personne n'a voulu manquer à ce rendez-vous improviste, surtout manquer une goutte d'eau de cette citerne. Moi, je suis venue chercher de l'eau ici. Je suis venue chercher de l'eau. Là, je suis en attente là. Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de gens ici. On est là depuis longtemps, mais
On ne nous a pas encore même servi, on dit ce mois-là, on attend. Comme d'autres arrondissements de Brazzaville, Bakongo est aussi dominé par un manque criard en eau potable. Une réalité qui met à mal le revenu de ces populations qui ont déjà du mal à réunir les deux bouts. Je vais dire, ça fait des années à Bakongo, vraiment, on a toujours eu un problème d'eau ici. On a des pompes chez nous, mais l'eau ne coule pas. Et pendant la saison sèche, tu vas voir quelques jours, parfois le soir, l'eau coule. Donc on ne comprend pas. Sinon, l'eau ici, bon, imagine, vous payez le loyer, vous avez les déplacements des enfants que vous allez payer, votre manger et payer encore l'eau. Le bidon ici d'eau chez les pousse-pousseurs, c'est à 100 francs. Vous imaginez? Il faudrait vous laver, vous nettoyer les enfants, laver les habits. Avec quel budget? Du moment qu'on sait qu'ici, chez nous, au Congo, déjà que le boulot, même pour avoir le boulot, c'est difficile. Il n'y a pas d'électricité. La capitale congolaise vit au rythme des coupures intempestives d'électricité. Judy Kael, propriétaire d'une chambre froide, n'a pas de choix. Elle est obligée d'utiliser le groupe électrogène au regard des pertes de marchandises déjà enregistrées. La tenancière de la chambre froide est sur la voie de fermer définitivement. Malgré tout ça, on continue de payer les factures. Donc quand tu ne payes pas, c'est des problèmes. Chaque fois, ce n'est que les agents qui passent. Les agents de la SNE qui traînent de partout. Donc dans la journée, vous pouvez recevoir au moins 3 personnes. Il faut que venir vérifier tout ça. Mais le courant n'est pas stable. Là, le congélateur ne marche plus. Je ne vends plus. Je suis obligé de faire juste l'entreposage. Parce que la marchandise, je n'ai plus rien là où je suis là. Je n'ai plus rien. On a dû changer de moteur parce qu'avec les coupures incessantes, ça a dû court-circuiter la machine. Du coup, on a dû racheter un autre moteur à 350 000. Plus la main-d'œuvre, ça nous a pris 500 000. Pour les vendeurs des produits congelés en détail, l'heure est au solde des marchandises. Car il faut vite écouler les produits de peur qu'ils ne se décomposent. C'est un manque à gagner. Parce qu'il n'y a pas le courant, on doit descendre la marchandise. Si ça dort, ça va pourrir, nous sera perdant. Dans certains ménages, les familles se plaignent de la qualité des produits congelés, soupçonnant ainsi leur décomposition faute d'électricité. Ça ne va pas. On n'a presque pas de l'électricité. Dernièrement, nous avons acheté du poisson ici qui était en très mauvais état. Et tout le monde presque était tombé malade ici. Tout le monde avait la diarrhée. Ça vous donne la synthèse de l'échec total de toutes les politiques qui ont été mises en œuvre. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. On aurait vendu dans l'illégalité totale, dans l'anticonstitutionnalité, 980 km² de terre au Rwanda, ce qui amène les Congolais à réagir. Parce que ce qui se fait ou ce qui se dit à ce propos est inacceptable. Les entrepreneurs et autres membres du secteur privé du Rwanda ont visité récemment les terres que le Congo-Brazzaville a offertes au Rwanda, des terres plus grandes que la ville de Kigali pour être exploitées. Après cette visite, ils ont décidé d'en faire bon usage en investissant dans des activités agricoles qui incluent l'élevage en prenant note de la fertilité de ces terres. Patrick Nividandi nous en fait le point. Demande totale. Entre le 4 et le 8 mars de cette année, certains membres du secteur privé du Rwanda ont visité le Congo-Brazzaville et ont découvert les 2 terrains qui appartiennent désormais au Rwanda avec une superficie combinée de 980 km². Les gouvernants, comme d'habitude, ont choisi le silence. Mais ils savent que les Congolais ne veulent pas du tout de cette opération. Mais au-delà de cette opération, de cette transaction, nous constatons avec beaucoup de tristesse qu'en dépit de l'argent que le pays a engrangé, l'État congolais est en cessation de paiement. Les retraités le vivent. Ils ont essayé de se réjouir encore que leur pension n'était pas payée au juste niveau. Les étudiants savent, beaucoup de travailleurs, et qu'aujourd'hui, les Congolais vivent véritablement la souffrance. À l'époque, on avait promis beaucoup de choses à travers le changement de constitution. Mais ils se rendent compte que c'est plutôt la souffrance et la misère qu'ils vivent.
Au-delà de ça, tout le monde le sait. Le Congo est l'un des pays les plus corrompus du monde. Mais sur le terrain, absolument rien ne se passe. On a parlé de 14 000 milliards. Où va l'argent des générations futures? Si les des générations futures, c'est qu'il est pour les générations futures et gardé pour cela. Et on ne va pas donner à cette demoiselle, non? Il existe une réserve aujourd'hui pour ces générations futures, Monsieur le Président? Mais c'est l'objet, non, du projet. Réserve pour les générations futures, oui. On a parlé des malversations financières au Fonds de soutien de l'agriculture. Nous y revenons tout le temps. Mais absolument rien ne bouge. Le FIGA et les autres, et tous les autres scandales. Les Congolais ont compris que les gouvernants actuels ont choisi de protéger les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers qui ont plongé le pays dans le chaos et dans le drame actuel. Et c'est dommage. Et lorsqu'on leur dit de mener les démarches pour la récupération de cet argent, évidemment, ils sont coincés. Ils préfèrent faire des discours dans lesquels ils insistent sur la précarité des moyens, etc., alors que visiblement, nous devrions avancer et on devrait avoir les moyens de notre politique. Mais ce n'est pas tout. On a constaté l'incapacité du gouvernement à agir pour réduire le train de vie de l'État. Déjà, je vous l'ai déjà signalé, lorsque vous prenez les différents budgets qui ont été adoptés, y compris le budget de 2024, il n'y a jamais aucune ligne relative à la lutte contre la corruption. S'agissant de la réduction du train de vie, de façon générale, que ce soit en termes de conditions de rémunération des responsables politiques, des acteurs, etc., ou des responsables des institutions, que ce soit en termes de réduction des effectifs du gouvernement et des autres institutions, le refus a toujours été catégorique. Ils estiment qu'eux, ils peuvent continuer à jouir de leurs privilèges et que les Congolais peuvent souffrir. C'est véritablement triste. C'est dramatique. Et les Congolais le vivent, ils le voient maintenant. Je ne parlerai pas du chômage des jeunes. Je ne parlerai pas de la diversion sur la création, soi-disant, de 100 000 emplois, parce que nous sommes au mois de mai et il est bon qu'on commence à en faire le point. Bref, la situation est chaotique, elle est dramatique. L'échec du Parti congolais du travail est patent. Mais dans le même temps, la préoccupation essentielle des gouvernants, c'est quoi? Tout mettre en œuvre pour la conservation du pouvoir. Je dis bien tout mettre en œuvre pour la conservation du pouvoir. Et je vais essayer de vous donner quelques éléments. Le premier élément auquel je pense, c'est ces données sur le recensement général de la population, du 5e recensement général de la population, qui a gonflé de façon anormale les chiffres des populations des départements de la partie septentrionale, de sorte que la Likuala, qui en 2007 avait la moitié de la population de la Bouenza, se retrouve pratiquement à égalité de population aujourd'hui. Et quand on demande à l'organe, c'est-à-dire l'Institut national des statistiques, qui est censé faire preuve de neutralité, de donner les explications aux Congolais, c'est les membres du gouvernement qui expliquent qu'il y a eu la venue des réfugiés, etc. On revient toujours à ce problème de la politique. On n'est pas xénophobe, mais il faut bien qu'on en ait la maîtrise et qu'on essaye d'avancer. Donc, nous avons déjà ce premier problème et vous comprenez maintenant pourquoi le recensement est venu en ce moment-là. Vous avez un autre problème sur lequel je reviens, c'est les accords avec le Rwanda, qui, au-delà des problèmes sur les terres, a introduit une notion terrible. C'est l'accord de coopération militaire et technique avec les Rwandais, qui n'a jamais été présenté au Parlement depuis novembre 2021, qui a été présenté 2 fois à l'ordre du jour. Et 2 fois, il n'a pas été discuté. Évidemment, on se rend compte qu'il y a un agenda caché et qu'il faut essayer de voir venir un certain nombre de choses. L'autre volet que je peux aborder, toujours dans le cadre de cette vision des grandes manœuvres en vue de la conservation du pouvoir, c'est l'annonce par le ministre de l'Intérieur de la tenue prochaine d'une concertation politique
qui n'est basé sur aucun texte réglementaire ou législatif. Et il est important d'insister là-dedans, parce que le Conseil national de dialogue qui est constitutionnel par rapport à l'article 220, aux articles 227 et 228 de la Constitution n'a jamais été formellement mis en place. Et je vais terminer, parce que la liste est longue, sur un des éléments récents qui est apparu sur les réseaux sociaux. Mais c'est l'émiettement du pays. Il semble qu'on va avoir une réorganisation administrative qui va faire que nous allons avoir la création de plusieurs nouveaux départements. Un département pour l'Ilefini, un département Kenya-Lima, un département Congo-Ubangi, qui se justifie par quoi? La question qu'on devrait poser aux Congolais, aux gouvernants congolais, est-ce que c'est ça qui empêche de trouver les solutions adéquates, idoines et appropriées à la sortie de crise pour que les Congolais puissent connaître les bonnes conditions de vie? J'ai dit non. C'est un calcul politicien. C'est fait justement pour régler les problèmes des amis. C'est fait justement pour préparer les élections. C'est fait justement pour aller à la conservation du pouvoir. Et vous voyez que la philosophie est la même. Si on a gonflé hier les chiffres pour que plusieurs départements de la partie septentrionale voient leur population augmenter terriblement, contrairement aux populations des départements de la partie sud, évidemment, vous envoyez aujourd'hui, vous envoyez l'objectif et vous voyez ce qu'il y avait derrière et ce qui était conçu. Donc, nous sommes là, dans une situation, en disant, on n'arrive pas à régler les problèmes de notre pays. Il y a une incapacité notoire. Certains, s'agissant des terres, parlent même d'une trahison. Mais au-delà de ça, ce qui préoccupe les gouvernants, c'est une chose, agir coûte que coûte pour la conservation du pouvoir. Et je crois que lorsqu'on parle de cette situation de la conservation du pouvoir, il est bon de faire une analyse de l'évolution de la situation depuis quelques années. Vous savez bien qu'au sortir de la conférence nationale, nous avons adopté la Constitution du 15 mars 1992. Et vous savez bien qu'avec les événements malheureux et dramatiques que nous avons connus en juin 1997, la Constitution du 15 mars 1992 a été abrogée le 24 octobre 1997. Elle a été remplacée par un acte fondamental. L'acte fondamental prévoyait une transition de 3 ans, mais cette transition a finalement duré 5 ans. Vous comprenez? Après cette transition, il y a eu l'adoption de la Constitution du 20 janvier 2002. Et je vais revenir sur 2 détails. Le premier détail, c'est que cette Constitution prévoyait un mandat de 7 ans, reconduit une seule fois. Donc, il y avait 2 mandats qui avaient été prévus. Et après 2 mandats, on devrait pratiquement procéder à l'alternance démocratique. Ensuite, vous avez un article, l'article 48, qui disait que tout citoyen élu ou nommé à une autre fonction publique devait déclarer son patrimoine lors de la prise de fonction et à la cessation de celle-ci. En réalité, ça ne s'est jamais réalisé. Mais c'est maintenant que les Congolais comprennent. Ça ne s'est jamais réalisé parce qu'ils voulaient se donner le temps de s'enrichir. Et c'est pour ça que vous vivez que sur le terrain, la lutte de la corruption, elle n'avance pratiquement pas. Et je préfère vous dire que dès le 14 août 2002, à l'entrée en vigueur de la Constitution du 20 janvier 2002, elle est violée. Elle est violée par le président de la République. Elle est violée par le président du Sénat et tout le bureau du Sénat. Elle est violée par le président de l'Assemblée et tout le bureau de l'Assemblée. Elle est violée par la Cour constitutionnelle. Donc, d'entrée de jeu, au moment où le président prête le serment de respecter et de faire respecter la Constitution, il y a déjà violation de la Constitution. Et ça me fait penser à quelque chose sur laquelle je reviens souvent. C'est la déclaration du président Gbagbo. La démocratie, c'est le respect des textes, à commencer par la plus grande des normes en droit, qui est la Constitution.
Qui ne respecte pas la Constitution n'est pas démocrate. Qui ne respecte pas la Constitution n'est pas démocrate. La conclusion est simple. Les gouvernants congolais ne sont pas des démocrates. Ce n'est pas Mirassa qui le dit, c'est une déduction logique. Et après ça, qu'est-ce qu'on a vécu? On a vécu ce changement de constitution qui s'est fait dans des conditions dramatiques, qui s'est fait au moment où des forces politiques et la société civile dans ce pays se sont levées pour dire non au changement de constitution. En réalité, ce changement de constitution s'est fait de façon illégale, de façon anticonstitutionnelle, mais en plus, en violation flagrante de l'acte constitutif de l'Union africaine qui interdit, qui rejette et qui condamne tout changement anticonstitutionnel de gouvernement, en violation de la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, qui considère que tout amendement ou révision de la Constitution ou des instruments juridiques qui portent atteinte à l'alternance démocratique est un coup d'État constitutionnel. C'est un changement anticonstitutionnel du gouvernement et il doit être traité comme tel. D'ailleurs, les Congolais se souviendront, et ils se souviennent toujours, de cette brillante déclaration du président de la transition de Guinée, Mamadi Doumbouya, qui a dit que le putschiste, ce n'est pas seulement celui qui prend l'arme pour déposer un régime, mais que les putschistes les plus nombreux, ce sont ceux qui tripatouillent les constitutions pour demeurer éternellement au pouvoir. Et nous avons encore suffisamment cela à l'esprit. On a changé de constitution, mais on ne l'a pas respectée et on ne la respecte pas. C'est pour ça que nous en venons au cœur du sujet que nous voulons aborder. Quelle est la situation d'aujourd'hui? La situation d'aujourd'hui, les Congolais doivent le savoir. Le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Pour être clair et donner quelques explications là-dessus, en reconduisant M. Denis Sassou Nguesso comme président du Parti congolais du travail, c'est-à-dire président du Parti congolais du travail, lors de leur congrès de décembre 2019, le Parti congolais du travail a violé l'alinéa 2 de l'article 80 de la Constitution du 20 janvier 2002, qui dit clairement que le mandat du président de la République est incompatible avec toute responsabilité au sein d'un parti politique. Et pour ouvrir une parenthèse, à ce propos, j'ai introduit en 2020 un recours auprès de la Cour constitutionnelle pour une inéligibilité du président Denis Sassou Nguesso comme président du Parti congolais du travail. Et la réponse a été claire. La Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente. Elle a choisi de transmettre ce dossier au président de la République, au président du Sénat, au président de l'Assemblée nationale, au Premier ministre, au ministre de l'Intérieur et au ministre de la Justice. Jusqu'à aujourd'hui, aucune réponse n'a été donnée. Donc les gouvernants savent bien qu'ils vivent dans l'illégalité et dans l'anticonstitutionnalité, ce qui est extrêmement grave. Mais si je reviens au Parti congolais du travail, l'article 31 de la loi sur les partis stipule clairement qu'en cas de violation des lois ou d'une loi ou en cas de trouble à l'ordre public, le parti est suspendu par le ministre chargé de l'administration du territoire. Posons-nous la question, pourquoi le Parti congolais du travail n'est pas suspendu? Pourquoi le Parti congolais du travail n'est pas suspendu? Et pourtant, l'on dit que la loi, c'est la loi. Elle est dure, mais c'est la loi, il faut la respecter. Personne n'est au-dessus de la loi. Et nous nous retrouvons dans cette situation où le ministre de l'Intérieur a régulièrement déclaré conforme le Parti congolais du travail comme conforme à la loi, ce qui est une grande tricherie. Et ce qui prouve qu'en termes de gouvernance, nous ne pouvons pas aller vers des élections libres, démocratiques et transparentes. Surtout que le système d'organisation des élections est géré et tenu
par le Parti congolais du travail. Donc, nous avons ce premier problème et assez souvent, nous sommes revenus là-dessus. Le deuxième aspect que nous allons aborder, qui est une conséquence de ce que nous venons d'aborder, le président de la République est en situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. Non seulement il est président du Parti congolais du travail, mais en plus, de façon flagrante, depuis 2002, donc en 2002, 2009, 2016, 2021, le président de la République n'a jamais déclaré son patrimoine lors de la prise de fonction et à la cessation de celle-ci. Est-ce qu'il y a-t-il des Congolais qui ne doivent pas respecter la loi dans l'impunité totale? Est-ce que c'est normal que l'on puisse vivre ça? Et nous venons au troisième point. Les articles 227 et 228 de notre Constitution ont prévu la mise en place d'un Conseil national de dialogue qui a été considéré comme un organe de concertation, un organe d'apaisement, un organe de recherche de consensus entre les forces vives de la nation sur tous les grands problèmes d'intérêt général. Vous connaissez bien les problèmes que nous avons en termes de crise. Beaucoup de voix se sont élevées dans ce pays pour demander la tenue des États généraux, pour demander même un dialogue national inclusif qui était assis sur cet article. Jamais rien ne s'est fait. Et ça fait depuis 2015. Le Conseil national de dialogue n'a pas été formellement mis en place. À quoi pense-t-on et que veut-on? J'en viens à un autre aspect. Le ministre de l'Intérieur a annoncé la tenue prochaine d'une concertation politique pour préparer les élections présidentielles. Va-t-il encore faire que le Parti congolais du travail, qui n'est pas en conformité avec la loi, soit déclaré conforme à la loi? Ce qui croyait être caché, les Congolais l'ont découvert. Et pourquoi n'applique-t-il pas la loi? Parce qu'il est membre du bureau politique du Parti congolais du travail. Y a-t-il des Congolais auxquels la loi s'applique et d'autres auxquels la loi ne s'applique pas? Et quand on parle de cette concertation qui est prévue, qui va, semble-t-il, se pencher sur la biométrie, mais je dis d'entrée de jeu, la biométrie ne marchera pas parce qu'elle sera assise sur des données d'un recensement qui pose réellement problème et pour lequel les Congolais devaient s'asseoir pour que nous avancions. Que diable! On ne peut pas continuer à ce niveau, à considérer que l'on peut utiliser toujours la politique selon laquelle le chien aboie, la caravane passe. Et on ne peut pas continuer à tolérer que dans ce pays, on mette en exergue non pas la force du droit, mais le droit de la force. Non, il faut que les Congolais en prennent véritablement conscience. Et je tiens à rappeler à ce propos une déclaration du président Denis Sassou Nguesso lorsqu'il était opposant en novembre 1992, lorsqu'il a déclaré « J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. » Il faut se pencher sur ça. Un peu plus tard, plus récemment, plus proche de nous, lors du message sur l'état de la nation en 2020, c'est lui qui a déclaré que les difficultés de l'heure ne devaient pas nous amener à emprunter le chemin hasardeux et dangereux de l'anticonstitutionnalité. Comment explique-t-on alors qu'on est dans l'anticonstitutionnalité? Et jusque quand cela va durer? Mais je ne passerai pas sous silence une nouvelle fois cette affaire de vente des terres rwandais. Parce que si ça signifie la création d'une enclave rwandaise sur le territoire congolais, ce qui veut dire une violation grave de l'article 1er de notre Constitution, qui de façon claire dit que la République du Congo est une et indivisible. Est-ce qu'on peut aller avec un pays qui est divisé à une démarche électorale? Ça pose également des problèmes au plan électoral.
Donc voilà, chers compatriotes, chers téléspectateurs, la vision que nous en avons, les grandes manœuvres qui ont commencé dans l'illégalité totale et dans l'irrespect des lois et règlements de la République. Et j'ajoute à ce propos que les gouvernants doivent savoir que l'élection présidentielle de 2021, les élections locales et législatives de 2022, les élections sénatoriales de 2023 se sont tenues dans le déni de la démocratie et dans l'irrespect total des lois et règlements de la République de notre pays. C'est inacceptable, c'est même intolérable. Alors, Congolais, voyez dans quelle situation nous nous trouvons. Et quand nous disons que le pays va mal, c'est sur tous ces aspects. Et si je peux me permettre de faire la synthèse, je dirais tout simplement que le ministre de l'Intérieur est interpellé parce que les Congolais savent que le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Il doit être sanctionné par rapport à l'article 31 de la loi sur les partis. Il n'y a aucune raison que cela ne soit pas fait. Et aujourd'hui, tous les Congolais ont les yeux braqués sur le ministre de l'Intérieur, parce qu'on ne voit pas comment il irait à une concertation politique nationale qui préparerait l'élection présidentielle de 2026, sans résoudre fondamentalement ce problème. Le deuxième aspect sur lequel nous voulons revenir, le président de la République sait qu'il a prêté le serment de respecter et de faire respecter la Constitution. Il a prêté le serment de garantir la paix et la justice à tous. Le président de la République sait qu'il ne peut pas être président du Parti congolais du travail. Et s'il n'est pas président du Parti congolais du travail, il faut qu'il explique aux Congolais comment il va faire pour régler cette situation pour laquelle la Cour constitutionnelle lui avait déjà fait parvenir une décision dans laquelle il était clairement dit qu'elle s'était déclarée incompétente pour résoudre ce problème et avait souhaité que ce soit au niveau des institutions comme la présidence, comme l'Assemblée, comme le Sénat, que ce problème puisse être réglé. Mais ce n'est pas tout. J'interpelle les Congolais pour leur poser la question suivante. Est-ce que le président du Parti congolais du travail peut organiser des élections libres, démocratiques et transparentes au Congo? La réponse que je donne est non. La réponse que je donne est non. Donc, il faut que le président de la République se retrouve dans une situation où il ne serait plus président du Parti congolais du travail. Mais nous notons déjà que c'est une violation de la Constitution et nous précisons que c'est une grave violation de l'alinéa 2 de l'article 80 de la Constitution du 20 janvier 2002. C'est pour ça que nous venons, nous attirons l'attention, mais nous insistons sur le fait que le Congo est un et indivisible. Ce qui veut dire que nous interpellons et le président de la République et les gouvernants pour l'annulation totale et rapide des accords qui ont été signés avec le Rwanda. D'aucuns parlent de transactions financières. Nous ne savons pas si l'argent est rentré dans le trésor public ou qu'est-ce qu'on en a fait. Mais nous voulons l'annulation de tous les accords. D'autant que nous avons même précisé au cours d'une de nos émissions que nous n'avons pas compris, s'agissant de l'agriculture, pourquoi on avait choisi le Rwanda alors que le Rwanda ne fait pas partie du top 10 des grands pays agricoles africains. Nous les avons cités. Et donc, nous avons toujours pensé, nous pensons, que dans ces accords avec le Rwanda, il y avait un agenda caché. Donc, chers téléspectateurs, j'ai voulu porter à votre connaissance quelques aspects des analyses que j'ai faites qui me font dire qu'au lieu de penser à la situation des Congolais, au lieu de penser à la souffrance des Congolais, au lieu de mener les démarches pour récupérer l'argent qui a été dilapidé du trésor public pour améliorer les conditions de vie des Congolais, les gouvernants actuels ont choisi non seulement de les faire souffrir, mais ils ont choisi de tout mettre en œuvre pour conserver le pouvoir. Conserver le pouvoir, pourquoi? Tout ce qui a été dit en 2015 lors de ces débats a été royalement contredit. Le Congo sera-t-il émergent en 2025? C'est une illusion, c'est un leurre. Les conditions des Congolais sont-elles améliorées?
Et je tiens à rappeler notamment aux membres du Parti congolais du travail qu'à l'époque, le président Mamadou Issoufou, qui était confronté au même problème, avait déclaré ce qui suit. Je suis un démocrate dans l'âme et je n'ai pas l'arrogance de penser que je suis un homme providentiel et irremplaçable. Et il faut que nous sachions que parmi nous, il n'y a pas d'homme irremplaçable et que l'alternance démocratique est quelque chose d'extrêmement important. Il est dommage et regrettable que dans la démarche du Parti congolais du travail, que l'on ait choisi de refuser l'alternance démocratique, de penser à toujours être au pouvoir, mais être au pouvoir non pas pour améliorer la situation des Congolais, mais pour faire souffrir les Congolais. J'interpelle les Congolais pour que nous suivons cette situation avec beaucoup d'attention. Méfions-nous de la diversion, méfions-nous de la confusion. Soyons unis, soyons ensemble et rassemblés pour que nous nous battions et que nous allions vers une situation qui nous permettra d'avancer et de faire progresser le Congo dans la voie du développement et non dans la voie du chaos, du drame et du sous-développement. Chers téléspectateurs, c'est sur ces aspects que j'ai voulu conclure mon intervention en souhaitant que le samedi 25, nous nous retrouverons. Merci pour les messages de félicitations que vous m'avez envoyés, surtout à travers la dernière émission. Merci pour vos inquiétudes parce que certains pensent que dans les pays comme les nôtres, quand on s'exprime librement, quand on dit la vérité, on est menacé du point de vue de la sécurité. Mais je fais confiance à la constitution de mon pays qui garantit la liberté d'expression, qui garantit le fait qu'il y a une force publique et qui doit être neutre, apolitique et qui doit défendre les citoyens pour que nous ayons toujours un thème qui nous permette d'avancer. Donc, encore une fois, je vais vous dire au revoir, mais en vous rappelant que sur la situation des terres du Rwanda, notre position n'a pas changé. C'est non à la vente ou à la cession des terres congolaises au Rwanda. J'ai lu un commentaire d'un article fait sur la base d'un article de RFI, selon lequel une source gouvernementale aurait dit que les contestations ne sont pas fondées. Elles ne sont peut-être pas fondées, mais le peuple a dit non. Je crois qu'en démocratie, lorsque le peuple dit non, c'est la voix du peuple qui compte. Et en ça, non seulement le peuple a raison, non seulement le peuple sait que ça se fait dans l'illégalité et dans l'anticonstitutionnalité, non seulement le peuple veut que les terres congolaises appartiennent aux Congolais et que nous travaillons pour que les générations futures puissent en bénéficier. C'est sûr, ça, chers téléspectateurs, que je vous souhaite un bon week-end, que je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous au samedi 25 mai 2024 prochain. À bientôt. Je vous remercie pour votre aimable attention.